vers une force d'intervention européenne. Il s'agit bien évidemment de secours ou de réponse aux catastrophes, on va en parler. À ma gauche, alors, où sont mes notes ? À ma gauche, donc, comme le programme ne l'indique pas, et en remplacement du colonel Philippe Nardin, le général Denis Hoppler, de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise, qui va justement peut-être dans un premier temps nous expliquer ce que l'Europe prévoit, ce que l'Europe propose pour répondre aux crises majeures. Merci. Bon, l'Europe a non seulement prévu, mais elle a mis en œuvre depuis un certain nombre d'années, depuis le début des années 2000, un mécanisme dit européen de protection civile, MEPC, qu'elle a revu en 2007, bien sûr, avec le concours des États membres, donc du Conseil, et qu'elle a également encore amélioré dans sa dernière version en fin décembre 2013. Donc c'est un peu ce mécanisme que je vais vous décrire maintenant, qui en fait s'inscrit à des bases juridiques, bien sûr, essentiellement l'article 222 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui traite de la solidarité entre États en cas de catastrophe. Donc c'est un des outils de la clause de solidarité. Et il a été successivement revu sur la base d'un triple constat qui est celui d'une augmentation des catastrophes et de leur gravité, d'une évaluation du nombre de ces catastrophes et d'une augmentation de leur gravité dans les années à venir, compte tenu du changement climatique d'une part, et d'autre part aussi, compte tenu de la conjugaison possible de divers facteurs, qu'ils soient naturels ou d'origine ou d'accidents technologiques. On l'a vu avec le Japon dernièrement. Et enfin, troisième constat, c'est la nécessité d'avoir une réponse cohérente et intégrée de l'Union européenne pour réagir vite à ces crises et de façon coordonnée et efficace. Alors je vais aller assez vite, de façon à ne pas monopoliser la parole, mais en poursuivant, en donnant les deux objectifs majeurs de ce mécanisme européen, qui est d'abord d'améliorer la coopération entre l'Union européenne et les États d'une part, et ensuite faciliter la coordination dans le domaine de la protection civile, que ce soit dans la prévention, la préparation, la gestion des crises, qu'elles soient liées à des catastrophes naturelles ou d'origine technologique, à l'intérieur ou en dehors de l'Union européenne. Alors ce mécanisme, il a 5 grandes caractéristiques, dont des nouveautés. La première nouveauté, c'est qu'il prend en compte toutes les actions de prévention, alors qu'on peut décliner en 3 volets. La première, c'est l'évaluation des risques, la planification de la gestion des crises, et la troisième chose, c'est la formation qui est très importante dans la réaction aux crises. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième caractéristique, c'est une meilleure réactivité dans les secours par la constitution d'un pool volontaire de moyens. Donc les États mettent dans un pot commun un certain nombre de modules, de capacités, de manière à ce que l'Union européenne puisse identifier à l'avance les moyens dont elle peut disposer en cas de demande d'assistance d'un pays confronté à une catastrophe. Troisième caractéristique, c'est l'identification des déficits capacitaires au sein des États membres, parce que on peut prévoir l'imprévisible, mais la plupart du temps, on est malheureusement surpris à la surprise stratégique qui peut arriver, et on doit faire face à une catastrophe pour laquelle on est très mal armé dans les réactions. Donc c'est bien l'objectif de l'identification de ces, ce qu'on appelle en anglais les capacity gap, pardon, les buffer capacities, les capacités tampons. La quatrième caractéristique de ce MEPC, c'est qu'il met en œuvre un centre de réaction aux urgences, donc l'ERCC, qui est un centre de gestion des crises, de prévention et de gestion des crises situé à Bruxelles, et qui remplace ce qu'on appelait auparavant le MIC, le centre d'information, qui était un simple centre d'information. Aujourd'hui, on est passé à un stade supérieur qui est la gestion de la crise, de manière à intervenir de manière plus coordonnée et surtout en temps réel, parce qu'il est actif 24 heures sur 24.
Et enfin, ce n'est pas le moins important, c'est un volet financier qui permet d'accompagner toutes les mesures précédentes que j'ai citées, donc qui s'exerce essentiellement dans les transports, mais pas seulement, qui permet aux États de développer des capacités, d'améliorer leurs modules pour qu'ils soient interopérables avec ceux d'autres États membres. Voilà donc l'essentiel des lignes stratégiques qui caractérisent ce MEPC, qui est donc destiné à faire face aux urgences de manière efficace, coordonnée, et ce qui le différencie des mécanismes précédents. Merci beaucoup, Général. On comprend donc que l'Europe dessine avec cela non pas une force d'intervention européenne, mais présente des mécanismes d'intervention européenne, c'est bien ça? Oui, exactement. On ne peut pas parler de force d'intervention européenne, puisque dans ce vocable, il y a une notion de prise en compte au niveau de l'Union européenne de la gestion des catastrophes. Or, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de donner aux États les moyens de réagir mieux, efficacement et en effectuant une coopération, une collaboration qui permettent d'amener une réponse beaucoup plus efficace aux crises. Mais il ne s'agit pas de... La gestion, la prévention et la gestion des catastrophes est une prérogative d'État. Elle ne doit pas être traitée, ou en tout cas, elle ne doit pas être transférée au niveau européen. L'Union européenne est là pour coordonner, aider les États, mais elle n'est pas là pour se substituer aux États. Avant de donner la parole aux sapeurs-pompiers, je voudrais venir sur les associatifs. Yves-François, vous êtes protection civile, visiblement. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment... Est-ce que d'abord la protection civile est impactée par ce type de mécanisme? Et si elle ne l'est pas, est-ce que pour autant la protection civile et les associations savent se coordonner au niveau européen ou au niveau international, et est-ce qu'elles le font? Alors, je peux répondre par l'affirmative, dans le sens où, comme dit, souvent le monde associatif n'est pas exactement vu comme étant une première intention en réponse au mécanisme européen de protection civile. Il n'en est pas moins que ces organisations, dont la Fédération nationale de protection civile, tendent à s'agréger naturellement avec d'autres organisations homologues. Ça n'est pas la seule organisation qui va rechercher, on va dire, des organisations sœurs au sein de l'Union européenne. Il y a d'autres associations qui en ont fait de même, sauf que on avait constaté, en tout cas sous la présidence de Yannick Schoenvar, que je salue, qui est présent dans la salle, on avait constaté en 2011 que c'était quelque chose qui était manquant dans notre fédération, et donc on a fait cette démarche d'initier des partenariats avec d'autres organisations qui ont cette caractéristique d'être essentiellement constituées de bénévoles et qui interviennent dans le cas de catastrophes, de manière à pouvoir, dans un premier temps, mieux se connaître. C'est quand même un élément fondamental. Avant de vouloir intervenir à l'étranger, il faut savoir chez qui on va et avoir un point de chute. Ça semble quand même fondamental. Ensuite, il faut bien entendu travailler ensemble. Ça permet de développer la confiance. Et ensuite, il faut définir un mode opératoire en cas de catastrophe. On ne va pas y aller en freelance, bien entendu. On va intervenir sur mandat d'une autorité, qu'elle soit locale, régionale ou nationale. Mais il faut qu'il y ait un donneur d'ordre qui ne soit pas juste l'association homologue et puisse coordonner avec ces forces associatives qui sont locales, qui connaissent bien le terrain, mais qui vont avoir besoin d'aide. Donc de ce côté-là, la Fédération nationale de protection civile a initié pratiquement depuis 2009 déjà un partenariat avec une organisation qui est quand même une référence en la matière, qui est le Technisches Hilfswerk, donc la protection civile allemande. Et de contact en contact, d'exercice en exercice, je dirais cette confiance, cette réciprocité s'est instaurée jusqu'à permettre de dire au jour d'aujourd'hui que ces deux organisations pourraient tout à fait intervenir de manière interchangeable de part et d'autre de la frontière. Donc c'est d'abord un mécanisme transfrontalier, on ne brûle pas les étapes. Et comme dit en 2009, on a souhaité aller plus loin, puis on a établi des contacts avec le Danemark, l'Italie, le Luxembourg, la Belgique, la Grèce, puis je dirais dans un temps ultérieur l'Espagne.
Et on peut dire au jour d'aujourd'hui qu'on a réussi à avoir un certain nombre d'interlocuteurs, on arrive à se connaître, on se comprend, et on serait en mesure de projeter une force à l'étranger. Alors le cahier des charges qui a été fixé par notre fédération, c'est ne faut pas avoir les yeux plus grands que le ventre, c'est de se dire que dans le cadre d'une intervention terrestre, on pourrait porter jusqu'à peu près 1000 km de nos frontières. C'est en tout cas ce que nous avons nous-mêmes déterminé. Donc c'est quelque chose qui est né spontanément, qui vient pas finalement, qui n'a pas été initié par les autorités supérieures, c'est presque une coopération qui est venue de la base et qui fonctionne au jour d'aujourd'hui. On a vraiment des résultats concrets, on a des contacts établis. Et c'est pour ça que je suis tenté de dire, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Une force de protection civile européenne, ça existe. Il suffit juste d'agréger les bonnes personnes entre elles, de leur dire, voilà, on a un souci, est-ce que vous pouvez donner un coup de main en Grèce, en Italie, en Espagne? Et je peux dire que ça fonctionnerait. À mon sens, ça fonctionnerait. Nous l'avons testé lors d'un exercice en 2013 dans les Abruzzes en Italie, où on a projeté des moyens qui, pour certains, ont parcouru plus de 2000 km et qui ont pu s'insérer dans le cadre d'un dispositif de grande envergure. Pour conclure, on peut dire que pour que ça fonctionne bien, il faut que les entités travaillent régulièrement et fréquemment. Ça ne sert à rien de faire un exercice tous les 3 ans. Il faut que ces forces travaillent de manière concrète et pragmatique. Plutôt que de vouloir faire tout de suite un grand exercice, traitons des situations courantes et voyons ça crescendo ensuite. Et je dois le dire parce que c'est quelque chose de tout à fait spécifique à l'associatif, il doit y avoir un contexte amical, d'amitié, il doit vraiment y avoir un lien qui se développe entre les organisations. Ça peut concerner aussi les pompiers, d'ailleurs on sait très bien qu'il y a de ce côté-là une fraternité qui s'instaure. Du côté associatif, c'est quelque chose qui fonctionne. Et ça fait partie du mécanisme de protection civile européenne. Si on ne se connaît pas, si on ne travaille pas ensemble régulièrement, si on n'est pas amis, ça ne marche pas. Donc un petit peu de la même manière que nous l'a présenté le général Denis Hoppler, pas de force d'intervention en tant que telle, mais un agrégat d'organisations sœurs, pour reprendre les mots que vous avez utilisés, qui apprennent à se connaître. Vous avez cité, alors évidemment Denis Hoppler les a pas cités parce que ce sont peut-être des valeurs qui sont moins, sur lesquelles on va moins légiférer, des valeurs de sympathie, des valeurs humaines, d'échange, d'amitié, des choses comme ça, et qui font aussi la force d'un milieu associatif transfrontalier, c'est bien ça? C'est bien ça. Côté sapeur-pompier, lieutenant-colonel Christophe Marchal, même constat identique que la protection civile, où on est sur quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu hybride entre un mécanisme européen très formel et puis une entraide, entre guillemets, associative. Je dirais, en rejoignant un certain nombre de concepts qu'évoquait mon collègue à côté, qu'on se situe entre les deux. Alors il est important quand même, et ça nous sapeurs-pompiers, nous le savons au quotidien, qu'une bonne coordination, une bonne gestion est une des clés de la réussite de nos opérations. On ne peut pas, je dirais, faire chacun pour soi et chacun ce qu'il veut. Par contre, ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait une bonne préparation, et la préparation, alors ça passe, c'est un des volets du mécanisme européen par les exercices et par la connaissance mutuelle. Alors effectivement, il y a des grands exercices organisés au niveau européen, les sapeurs-pompiers français y participent de plus en plus. Un certain nombre de services départementaux d'incendie et de secours ont des partenariats forts avec des grands corps de pays voisins ou de pays proches. Par exemple, le service dans lequel je travaille a un partenariat fort avec les pompiers de Prague et avec les pompiers de Luxembourg. Et il est arrivé l'an dernier, d'ailleurs si vous lisez le dernier Sapeurs-Pompiers Magazine, vous verrez un compte-rendu d'un exercice trinational qui a été parfaitement réussi. Alors, il est important bien sûr de bien connaître les hommes. Alors aussi, déjà on va commencer par les relations transfrontalières, et puis effectivement tous les pompiers qui sont sur les zones frontalières, comme moi qui viens de l'Est, puisque nous sommes voisins, nous avons des relations déjà avec les pompiers voisins, mais alors nous c'est les Allemands, les Suisses. Nos camarades de Midi-Pyrénées ont des relations avec les pompiers d'Espagne qui sont très fortes, et c'est déjà un premier échelon. Mais je voudrais citer un autre outil qui n'est pas forcément connu du grand public, mais qui permet une bonne mutualisation, une bonne connaissance des sapeurs-pompiers de toute l'Europe, voire même au-delà.
c'est une association très forte qui s'appelle le CTIF, le Comité Technique International du Feu. C'est une vieille association qui a été créée en 1900 à Paris, entre les Russes. À l'époque, c'était pas encore l'Union soviétique, c'était pas encore la Fédération de Russie, c'était la Russie du Tsar, et les pompiers de Paris. Cette association s'est développée, perdure. Aujourd'hui, c'est 48 pays membres, donc c'est largement plus que l'Europe, hein. Ça va je dirais jusqu'à l'au-delà de la Russie, on touche même les États-Unis maintenant. C'est 2 300 000 sapeurs-pompiers, oui, une force colossale. C'est plus d'1 milliard de personnes protégées, mais c'est au quotidien des échanges très forts au travers de commissions, de rendez-vous. Et on peut parler de choses concrètes. Alors ça va des feux de forêt, des secours techniques, de la gestion de crise, du volontariat, d'échanger et de se connaître bien au-delà des frontières. C'est un très bel outil. Très bien, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Nicole Pelletier. Vous êtes directrice adjointe de l'EPRUS. Vous allez nous rappeler en quelques phrases ce qu'est l'EPRUS. Vos collègues ont tous expliqué que le mécanisme européen commençait par un mécanisme transfrontalier, puis s'étendait. On a entendu parler d'associations, on a entendu parler d'échanges amicaux, on a entendu parler d'organisations sœurs. Est-ce que ça résonne pour l'EPRUS ou pas tant que ça, justement? Je vais peut-être aller un petit peu pas contre-courant, hein, mais juste tout d'abord expliquer en 2 mots à ceux qui ne savent peut-être pas ce qu'est l'EPRUS. EPRUS, ça veut dire établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. Donc vous voyez que nous situons sur un créneau très spécifique qui s'appelle la crise sanitaire. Nous sommes donc un établissement public administratif et de ce fait, nous sommes sous la tutelle, même si le mot n'est pas extraordinaire, du ministère de la Santé. Ceci étant dit, l'EPRUS est une agence très jeune. C'est une agence qui est née donc à la fin des années 2008 et qui rassemble donc à la fois les moyens humains, les moyens matériels pour lutter ou pour prévenir ou pour être présent ou intervenir lors d'une crise sanitaire. Moyens humains et moyens matériels, nous détenons ce qu'on appelle les stocks stratégiques nationaux à l'attention donc de l'ensemble de la population nationale et outre-mer pour une crise NRBC, mais aussi environnementale ou terroriste. Et nous avons les fameux moyens humains, donc ce qu'on appelle la réserve sanitaire. Cette réserve sanitaire, elle était faite au départ pour intervenir sur le territoire national, exclusivement, dans le cadre d'une crise sanitaire. L'EPRUS est né à la suite d'un retour d'expérience, un peu malheureux peut-être, de la canicule et du chikungunya. Donc au départ, cet établissement et cette réserve sanitaire étaient destinés donc à intervenir sur le territoire national. Et il s'est avéré qu'au fur et à mesure de la montée en puissance de la réserve sanitaire, elle intervient de plus en plus hors de nos frontières de France. Je m'explique. Cette réserve est constituée de professionnels de santé, de tout professionnels de santé, donc ça va bien évidemment de l'infirmier, de l'infirmière, de l'ambulancier, etc., jusqu'aux médecins, pharmaciens et autres. Nous avons atteint, et je pense que la chef du pôle réserve sanitaire ici présente est très contente, elle a fêté son 2000e réserviste sanitaire. Nous en avons donc 2000, de vrais 2000 réservistes sanitaires, et nous en avons, je crois, 3000 qui sont en instance donc de boucler des dossiers. Nous sommes intervenus dans les premières années sur le chikungunya, et nous sommes intervenus aussi récemment sur ce genre de choses, ou sur le grand froid, etc. Or, il s'avère que ces 3 dernières années, nous sommes devenus non seulement le bras armé du ministère de la Santé, mais également le bras armé du ministère des Affaires étrangères, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le centre de crise. En effet, le ministère des Affaires étrangères ne possédant pas donc, de réserve ni de moyens humains ou matériels à envoyer donc, pour répondre à l'appel d'autres pays, ce MAE donc, fait appel au ministère de la Santé qui donc, nous sollicite à travers soit nos moyens matériels, que je ne développerai pas, mais aussi les moyens humains.
C'est pour ça que la réserve sanitaire est intervenue au Congo-Brazzaville et plus récemment, je ne vais pas faire énumérer tout ça, à Fukushima évidemment, mais également lors de la crise Ebola, en coopération avec la Croix-Rouge pour monter donc des centres de traitement. Tout ça pour vous dire que le niveau européen, les discussions commencent à peine. Je pense, pour avoir fait un benchmark, qu'il n'existe pas de système aussi original que les Prusses dans d'autres pays. Nous avons discuté avec nos camarades italiens, ils ne sont pas organisés de la même façon. Les Allemands non plus, du fait de leur structure fédérale. Maintenant, je rejoins ce qui avait été dit autour de la table. Je crois qu'il faut laisser à chacun d'entre nous, et je parle pour les Prusses bien évidemment, qui est célèbre surtout pour sa réactivité, il faut laisser toute liberté. Il faut demander à l'Europe uniquement de planifier, de faire une demande de moyens, mais après, il faut laisser les pays complètement autonomes pour gérer, soit bien sûr faire appel au secours que vous représentez ici, mais notamment dans le focus de la crise sanitaire, il faut laisser la France, à travers le ministère de la Santé, gérer complètement ses moyens d'intervention. Merci beaucoup. Est-ce qu'avant de conclure, il y a des questions dans la salle ? Alors moi j'ai une dernière question et ce sera sans doute donc la question de conclusion. Général Denis Hoppler, on a entendu une présentation très formelle, très européenne je dirais, mais dans le bon sens du terme, des mécanismes qui sont prévus, des mécanismes qui sont utilisables par les États dans le cadre de la solidarité. Les trois intervenants qui sont à votre gauche ont présenté des différentes complémentarités, alors soit avec des organisations très proches par la forme, soit avec une historicité de complémentarité, ou alors, comme vient de le dire Nicole Pelletier, simplement, mais c'est trop réducteur, une capacité de moyens, une capacité alors, humaine, hein, je mets les moyens humains également dans ce lot. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe intègre bien dans les différents mécanismes l'ensemble de ces complémentarités pour faire, non pas une force d'intervention européenne, mais une capacité d'intervention européenne dans le domaine de la gestion de crise? Alors, effectivement, j'ai fait une présentation très formelle. J'ai oublié de dire une chose. Alors, j'ai omis deux choses. La première, c'est de citer les associations avec lesquelles, à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, on travaille beaucoup, puisqu'elles sont reconnues et connues. Et elles sont d'un grand secours dans le complément qu'elles peuvent apporter dans l'organisation et la livraison des secours. Et j'ai aussi omis de dire que le mécanisme européen de protection civile, ce n'est pas quelque chose qui va s'appliquer systématiquement. Il est déclenché à la demande d'un État qui en a besoin. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il n'est absolument pas contraignant. C'est-à-dire que même pour les moyens qu'on a mis dans le pool, on peut très bien décider, si on est confronté à une crise identique à celle pour laquelle l'Union européenne est amenée à réagir, on peut très bien retirer ces moyens du pool pour les conserver à notre niveau et gérer notre propre crise. Donc ça montre bien toute la souplesse du système. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on ne travaille pas du tout à part des acteurs qui sont ici autour de la table et même au-delà. Je vais citer quelques exemples. Vous avez cité, Madame, la Guinée, où on est intervenu pratiquement ensemble, puisque la sécurité civile a monté des centres de traitement et des centres de formation, et vous étiez, vous, au cœur de cette action aussi. Donc, il y avait forcément une complémentarité, une collaboration indispensable pour le succès de l'opération. Deuxième exemple que je vais citer, c'est les Philippines. Aux Philippines, on est intervenu avec une force française composée à la fois de moyens de la direction de la sécurité civile, les moyens nationaux, les formations militaires de la sécurité civile, mais aussi des gens des SDIS. C'est d'ailleurs un des axes de notre travail, c'est-à-dire qu'on ne dissocie absolument pas les moyens dont nous disposons de ceux qui constituent le maillage territorial. Troisième exemple que je vais citer, c'est les associations. Alors je ne vais pas citer la protection civile, je vais citer Pompiers de l'urgence internationale, qui sont comme nous, qualifiés aux normes ONU, INSARAG, qui sont capables d'intervenir dans des opérations multinationales, au même titre que nous, et que nous voyons parfois arriver sur le théâtre, c'était le cas à Haïti et ailleurs, en complément de ce que nous faisons. Et bien sûr, on se parle. Donc, il n'y a absolument pas étanchéité entre des institutions d'État, des institutions de santé, et puis des organismes qui sont plutôt dédiés
ou originaires d'associations. Donc il y a une osmose naturelle qui se fait, et tout ça c'est au profit bien sûr des sinistrés. Donc il y a le discours qui peut paraître assez tranché, assez d'un côté à la fois très administratif peut-être, et plus, je dirais, compassionnel de l'autre, mais tout ça, ça se fait naturellement sur le terrain, et il n'y a aucune espèce, je dirais, d'ostracisme de notre part. Au contraire, on travaille en étroite collaboration. Merci beaucoup. Une question éventuellement, ou alors nous pouvons clôturer cette table ronde et par là même l'après-midi de table ronde autour de la planification de gestion de crise. Très bien, merci beaucoup, passez une très bonne soirée, à bientôt.